tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Chaque Voix compte sur LCP. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité et de débat en direct de l'Assemblée nationale. Avec à mes côtés ce soir Fanny Guinochet, éditorialiste économie à France Info. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et bonsoir David Revaud-Dallon. Bonsoir Adeline. Merci à tous les deux d'être là. C'est parti pour le sommaire avec à la une de Chaque Voix compte ce soir. Après 108 jours de guerre, le grand flou autour de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Accord qui sera signé vendredi en Suisse. Que sait-on de son contenu? Arrêt des combats, réouverture du détroit d'Ormuz, déblocage des avoirs iraniens gelés, sort de l'uranium enrichi, place d'Israël dans les discussions. Autant de questions qui restent en suspens ce soir. Les défis de l'après-guerre, on en parle avec vous, Adel Bakawan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut européen pour les études du Moyen-Orient. Vous êtes également l'auteur de La décomposition du Moyen-Orient, paru aux éditions Taillandier. Merci d'être là ce soir. Aux côtés d'Aïda Hadizadeh, bonsoir. Bonsoir. Députée socialiste du Val d'Oise, vous êtes franco-iranienne, vous êtes née à Téhéran. Merci de votre présence ce soir. Et je salue également David Rigoulet-Rose. Bonsoir David. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci également d'être là. Fanny Guinochet, vous gardez un œil sur les prix à la pompe. Ça fait un petit moment, mais cette fois-ci, ces prix à la pompe, le prix du baril est passé en dessous des $80. Quelle histoire allez-vous nous raconter ce soir, David? Celle des relations tumultueuses entre Donald Trump et Emmanuel Macron. 10 ans de passion, 10 ans de tension. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. On va parler ce soir du projet de loi sur l'autonomie de la Corse qui est examiné depuis aujourd'hui et toute la semaine dans l'hémicycle. Un débat constitutionnel délicat qui ouvre peut-être une boîte de Pandore. C'est ce que disent les contempteurs de ce texte. On en débattra tout à l'heure avec Laurent Marcangeli, député Horizon de Corse du Sud, Hugo Bernalicis, député insoumis du Nord, et le constitutionnaliste Benjamin Morel. Vous pouvez vous aussi interroger nos invités ce soir ou nous faire part de vos remarques. Vous flashez le QR code qui est là, le voilà. Et c'est David qui se charge de nous transmettre toutes vos questions en direct. On n'oublie pas Bourbon Express non plus, le journal de l'Assemblée nationale tout à l'heure avec Marco Pommier. Il sera notamment question de football dans l'hémicycle, vous verrez ça. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement, Chaque Voix compte, c'est parti. Ce sont les deux images du jour et 5000 km environ les séparent. D'un côté, les dirigeants du G7 réunis en sommet à Évian. De l'autre, le détroit d'Ormuz et la carte du trafic maritime qui a repris aujourd'hui au lendemain de l'accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre. Cet accord sera officiellement signé vendredi en Suisse où débuteront immédiatement des pourparlers. La guerre est-elle vraiment finie alors que tant de questions sont encore en suspens? Les images du jour et les toutes dernières informations avec Maïté Frémont. Il est arrivé hier au sommet du G20, gonflé à bloc. Tout va très bien. Donald Trump jubile. Un cadre d'accord a été conclu avec l'Iran, fin des combats, accord espéré sur le nucléaire, mais surtout la fin du blocage du détroit d'Ormuz, annoncé à sa manière sur son réseau social. Navires du monde entier, mettez vos moteurs en marche, que le pétrole coule à flot. Le détroit est déjà partiellement ouvert. Les navires commencent à passer. Vendredi, il sera complètement ouvert. Sauf que derrière ce texte, dont les détails n'ont pas encore été divulgués, des zones d'ombre demeurent. Si le président américain assure que le passage sera gratuit, comme avant le début de la guerre, Téhéran, lui, réclamerait la mise en place de frais maritimes et temporise le calendrier. C'est pas conforme au droit international, donc nous on défend le droit international et on va tout faire en effet pour qu'il n'y ait pas de péage. Alors aujourd'hui ils jouent sur les mots, ils disent que ce sont pour des services. Oui. Donc on va regarder. Déjà la priorité c'est le rouvrir. Autre point clé du texte, la fin de tous les conflits dont le Liban. Sur ce point, Israël semble bien moins enthousiaste que son allié américain. Je tiens à le dire clairement, nous resterons dans ces zones de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays. Ce matin, réaction de Donald Trump qui fait part de son mécontentement. L'autre inconnu, le nucléaire, question centrale. Ce midi, au sommet du G7, les Européens tentent de s'immiscer dans le processus de paix entre les États-Unis et l'Iran. La présidente de la Commission européenne se félicite sur X que la diplomatie porte ses fruits. La signature, prévue vendredi, n'est qu'une première étape. 60 jours de négociations vont débuter.
Adel Bakawan, on a donc appris aujourd'hui que cet accord tenait sur 1 page et demie. C'est ce qui sera signé donc vendredi en Suisse. D'abord, est-ce qu'on sait qui le signera? Ah oui. Enfin, Quelle main? aujourd'hui, on sait. Mais demain, après-demain, d'ici vendredi, il y a beaucoup d'éléments en jeu. Par exemple, si Israël attaque le Liban, si l'Iran frappe Israël, si Israël frappe l'Iran. Donc, tout ça peut se produire d'ici vendredi. Exactement. Mais par contre, si tout se passe bien, si un miracle n'intervient pas, il y aura pour les Iraniens Ghalibaf. Ghalibaf, c'est le président de l'Assemblée nationale iranienne. Et pour les Américains, il y aura J.D. Vance, le vice-président des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y aura Donald Trump? Non, parce qu'ils ne peuvent pas, selon le protocole, le code de protocole américain, le président de la République et le vice-président ne peuvent pas tous les deux quitter le territoire national en même temps. Un doit partir, l'autre doit rester. D'accord. Cette signature, on a aussi appris aujourd'hui qu'elle allait avoir lieu, non pas à Genève, mais dans les Alpes suisses, précisément à Burgenstock, près de Lucerne. Pourquoi là-bas? C'est un système de sécurité, de protocole, à la fois pour les Iraniens. On aurait pu rester à Évian, non? Oui, mais bien évidemment, c'est des questions de protocole et malheureusement, ni vous ni nous, on n'est pas dans ce code. Je connais très bien le monde du protocole, comment fonctionne. Des fois, un seul élément, ça suffit pour changer totalement, non seulement un hôtel, mais aussi la ville, voire le pays. Donc, c'est un système de protocole qui se met en place. David Rigoulet-Rose, ça a un sens que ça se fasse en terre neutre, en Suisse? Oui, il y a la tradition suisse, effectivement, de neutralité. Ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, il faut se souvenir que les négociations sur le nucléaire en 2015 avaient eu lieu déjà en Suisse, à Genève, et les dernières qui ont échoué avaient eu lieu aussi à Genève. Donc, ce n'est pas une nouveauté de ce point de vue-là. Mais vous évoquez la signature, elle aurait eu lieu déjà en termes... signature électronique. Électronique. Là, c'est la cérémonie, on va dire, qui est prévue, effectivement. Mais vous y croyez à cette signature électronique avec les internets en Iran qui fonctionnent? C'est plutôt qu'il y a un côté, compte tenu des enjeux qui sous-tendent ce protocole d'accord, puisqu'en fait, c'est un protocole d'accord, ce n'est pas un accord, il faut le préciser quand même. C'est un Memorandum of Understanding, comme dans les affaires, c'est-à-dire qui donne les grands paramètres. Il y a effectivement un certain nombre de clauses, une dizaine, mais le détail, évidemment, a vocation à être négocié ultérieurement, même si on a une idée à peu près des sujets abordés, notamment du séquençage en 2 parties sur lesquelles que vous avez évoqué, à savoir la question d'Ormuz, évidemment, et puis postérieurement, la problématique nucléaire. Oui, parce que... Puisque vous êtes sur le détail, la question qui préoccupe en ce moment l'opinion publique pro-iranienne, bien évidemment, à Téhéran, c'est est-ce que Ghalibaf serre la main de J.D. Vance ou pas? Est-ce qu'il y aura une photo? Est-ce qu'il y aura une poignée de main? Ce qui n'était pas le cas à Islamabad, n'est-ce pas? À Islamabad, ils se sont rencontrés pendant des heures, à peu près 21 heures, si ma mémoire est bonne, mais il n'y avait pas de photo, et ils ne se sont pas serré la main. Enfin, pas officiellement, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les coulisses. Maintenant, par exemple, l'opinion publique iranienne à Téhéran pro-régime se demande est-ce que Ghalibaf, le représentant du régime, va serrer la main de celui qui a assassiné le guide suprême ou pas? Aïda Hadizadeh, avant de rentrer dans les détails de ce qu'il peut y avoir dans cet accord et des sujets à régler, je me souviens de votre émotion ici même, il y a 108 jours, quand la guerre a éclaté dans votre pays d'origine. Comment vous avez réagi dimanche soir en apprenant qu'un protocole d'accord était sur les rails? Vous avez déjà évoqué dans votre présentation, puis dans votre prise de parole, ce qu'il pourrait y avoir dans l'accord. Il y a un grand absent dans cet accord, c'est le peuple iranien. Il y a 108 jours, c'est au nom du peuple iranien que Donald Trump, avec Israël, a déclaré la guerre. Il fallait libérer le peuple iranien de son bourreau. Certains ont cru à cette fable, parce que quand les États-Unis disent qu'ils vont libérer un peuple, ça ne se passe jamais comme prévu. Là, le peuple iranien est le grand absent de ce protocole d'accord et on pense de l'accord final. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en Iran? Il y a eu, en janvier, des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Des dizaines de milliers de manifestants ont été exécutés à même la rue. 15 000, 30 000, 40 000, on n'a pas le chiffre exact parce que tous les morts n'ont pas été enterrés correctement. Il y a à l'heure actuelle dans les prisons iraniennes des milliers de manifestants arrêtés et une vingtaine d'entre eux a déjà été exécutés à l'issue de procès qui n'en sont pas et pendus comme le régime iranien sait faire. On va rentrer dans une répression sanglante. Le régime devait tomber, il a
renforcer sa poigne de fer. Ce n'est plus le régime des mollahs, c'est le régime des gardiens de la révolution. Le peuple iranien, je le dis ici avec force et avec autant d'émotion qu'il y a 108 jours, est le grand oublié de cet accord. Et je pense que là, la France et l'Europe ont une responsabilité. Madame von der Leyen se réjouit, elle ne parle que d'économie. Il y a un peuple. La diplomatie, ce n'est pas seulement sauvegarder des intérêts économiques, on sauvegarde des intérêts économiques pour la paix des peuples. La France doit rappeler que le peuple iranien ne peut pas être oublié. Et ce qu'elle doit demander, c'est que dans l'accord, il y ait une amnistie générale pour tous ces manifestants qui croupissent à l'heure actuelle dans les geôles iraniennes. C'est envisageable d'une façon ou d'une autre, Adel Bakawan? Moi, je comprends parfaitement ce que Madame dit et je partage à 100% sa grille de lecture. Le premier perdant de tous les perdants, c'est le peuple iranien, parce qu'en fait, depuis 108 jours, on parle de tout. Les pays arabes, la Turquie, Pakistan, les États-Unis, les pays européens, le détroit d'Ormuz, le seul élément totalement absent, c'est le peuple iranien. Mais pourquoi ? Parce que les journalistes ne peuvent pas entrer en Iran aussi. Ah ben si, on a des journalistes. Hein. On a des journalistes Al-Hadas, Al Jazeera. C'est des journalistes qui sont déjà en place. Votre Serge Ghazi, n'est-ce pas? Mais personne ne parle. Hein. On parle de... Ghazi, oui, voilà. Et donc, c'est pas ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, madame, pour le dire d'une manière vraiment brute et cash, nous sommes dans le contexte de la capitulation de la première puissance au monde, Donald Trump, face aux gardiens de la révolution islamique. Alors, pourquoi la capitulation? Je ne suis pas dans la communication, je suis dans les faits. Est-ce que dans ce protocole d'accord, Donald Trump a récupéré le programme atomique? Non. Ah, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est les deux versions. La version Axios pour les Américains, la version Meher pour les Iraniens. Dans les deux versions, il n'y a pas le programme atomique. 1. 2. Est-ce que Donald Trump a récupéré les 440 kilos d'uranium enrichi? La réponse, c'est non. Est-ce que Donald Trump... Là, vous parlez des buts de guerre initiaux. Voilà. Est-ce que Donald Trump, et je m'arrête, est-ce que Donald Trump a récupéré le programme balistique? La réponse est non. Est-ce que Donald Trump a coupé la main des gardiens de la révolution sur les proxys? La réponse est non. Est-ce que Donald Trump va débloquer les 25 milliards de dollars des avoirs iraniens? La réponse est oui. Est-ce que Donald Trump va donner la main pour la gestion du détroit d'Ormuz aux Iraniens? La réponse est oui. Est-ce que Donald Trump va lever les sanctions primaires et secondaires contre la République islamique d'Iran? La réponse est oui. Et alors, pourtant, il arrive à Évian hier en vainqueur. Il est dans la diversion et la communication. Aujourd'hui, et je m'arrête, c'est la capitulation. Et cette capitulation met le monde en difficulté face aux gardiens de la révolution islamique. Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire monsieur, c'est le récit que Donald Trump arrive à imposer et que, les journalistes du monde entier reprennent. C'est une capitulation qui est présentée comme une victoire. Mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose de la part de Donald Trump? En tout cas, quand lui arrive... Est-ce qu'on pouvait s'attendre à de la modestie, de l'humilité, de la reconnaissance d'un échec de la part de cet homme? Non, mais vous avez la réponse. Poser la question pour Donald Trump, c'est déjà apporter la réponse. Vous faites la même lecture d'une capitulation américaine, David Drigoulet-Rose? Oui, alors de toute façon, c'est pas l'épilogue pour l'instant. Donc c'est difficile d'établir un bilan définitif. Il y a des éléments qui, effectivement, peuvent aller dans ce sens-là, même s'il faut relativiser, parce qu'il y a quand même eu des choses, si les Iraniens ont négocié, c'est aussi parce qu'ils se sentaient obligés de négocier pour eux, c'est-à-dire notamment financièrement, etc. La vraie question pour savoir, pour établir justement un pré-bilan, ça sera de savoir comment sont débloqués, à quelles conditions sont débloqués les fonds. Les fameux 24 milliards, puisqu'il y a en deux fois, puisque dans la version iranienne, il y a la demande que ça soit un préalable. Du côté américain, on dit no way. Donc ça sera déjà un premier test, parce que c'est le levier essentiel par rapport au processus en cours, c'est ce déblocage. Ultérieurement des sanctions, mais d'abord de ces fonds, du dégel des fonds, qui est une demande récurrente, quasi obsessionnelle des Iraniens, pour une raison aisément compréhensible, c'est un manque criant de liquidité, qui pose un problème au régime qui ne peut plus rémunérer, non pas la population, mais les forces du régime, déjà en soi. Donc c'est à mon avis, ça sera vraiment le test. C'est en cela que l'Iran sort affaibli aussi de ces 108 jours de guerre. L'Iran a été affaibli, même si le régime, effectivement, s'est transformé, il a muté.
c'est un régime des képis, c'est une junte militaro-islamique, c'est plus le régime totalement des mollahs. Mais il a muté, pas forcément dans le sens où qu'on aurait souhaité, évidemment. Mais objectivement, pour le coup, quand il dit que le régime a changé, oui, pas dans le sens qu'on attendait, mais en tout cas, effectivement, il y a une logique transactionnelle qu'il a fait prévaloir sur une autre stratégie. Mais ça va vraiment être là pour établir un pré-bilan, même si la crédibilité stratégique américaine, effectivement, est quand même diminuée. David ? Vous le disiez tous, le régime s'est radicalisé, le régime des mollahs a été remplacé par le régime des gardiens de la Révolution. Est-ce que ça veut dire que, bien sûr, que l'objectif de changement de régime est totalement raté, mais surtout, est-ce que ça veut forcément dire que le régime est plus solide et qu'il va durer plus qu'avant ? Pas forcément. Mais en tout cas, il tient par la répression, ça c'est incontestable. Encore plus. Oui, elle s'est renforcée. D'ailleurs, vous évoquiez les pendaisons qui se multiplient. Il y en a encore eu 2 cet après-midi. Oui, et ça ressemble un peu à ce qui s'était passé dans les années 80, ce qu'on avait appelé, ce qui était terrible, le massacre des prisons en 88, à l'initiative justement de l'Ayatollah Khomeini. Donc il y a une multiplication de la répression, mais en même temps, c'est un signe de faiblesse, parce que ça veut dire qu'il tient exclusivement là-dessus. Et sur le plan économique, il sait qu'il est très affaibli. Et donc, effectivement, il veut capitaliser sur le fait de ne pas être tombé. Ce qu'il a réussi, effectivement, à faire. Le régime était faible face à sa population. Le 27 février, du 1er janvier au 27, on avait un mouvement de contestation à l'intérieur de la République islamique d'Iran qui menaçait existentiellement le régime. Donald Trump, pourquoi il a quitté la table de négociation ? C'est au moment où il a quitté la table de négociation, on négociait non seulement le programme atomique, mais aussi le programme balistique, mais aussi l'avenir du régime, mais aussi les proxys au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on revient à la table de négociation uniquement sur le programme atomique, balistique et les proxys totalement exclus. Alors, le seul qui pourrait faire chuter ce régime, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Israéliens, c'est le peuple iranien. Or, à cause de cette guerre-là, moi, je nuance un petit peu ma lecture. Je pense que cette guerre a retardé plusieurs années la chute du régime de... Vous avez réussi à entrer en contact avec des Iraniens sur place, avec vos proches qui sont à Téhéran ? Bien sûr, mais on fait très attention à ne pas les mettre en danger, puisqu'on sait évidemment le contrôle qu'exerce le régime sur les communications. Je partage entièrement ce que vient de dire monsieur. Non seulement ça a retardé, mais ça risque de prendre des années avant que ce régime tombe. Un régime tombe à une condition, quel que soit le régime, quelle que soit l'époque, c'est que les forces armées soit déposent leurs armes, soit retournent les armes contre le pouvoir. Le problème, c'est que vous l'avez dit, si on libère les liquidités, le régime va pouvoir payer encore de longues années les soldats, tout l'écosystème qui vit grâce aux gardiens de la Révolution. Et moi, je dis toujours, il ne faut pas voir l'Iran comme une théocratie, mais comme un régime mafieux, avec une organisation corrompue qui détourne les richesses de l'Iran au profit d'une petite caste. Et cette caste fait ruisseler l'argent à 5% de la population. Le régime est honni et haï désormais par 95% de la population, mais 5%, il suffit qu'il y ait ces 5% et les armes pour tenir d'une main de fer ce régime. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Mais j'attire votre attention sur une autre chose. En Iran, il y a eu une révolution qui a porté ses fruits. La révolution Femmes, Vie, Liberté. À partir de cette révolution, les femmes en Iran ont, de manière massive, décidé qu'elles ne porteraient plus le voile. Le régime n'a pas réussi à réimposer le voile, parce qu'on ne peut pas mettre 45% d'une population en prison. Et ça, même avec la guerre à l'heure actuelle, elles ont réussi à préserver cette liberté qu'elles ont arrachée d'elles-mêmes. D'ailleurs, c'est très intéressant, le régime utilise désormais dans sa propagande des femmes dévoilées pour dire, regardez, même ces mécréantes soutiennent notre gouvernement face à l'attaque américaine. Évidemment, c'est des actrices qui sont payées, et personne n'est dupe en Iran, mais vous voyez comme c'est intéressant, le régime est en train de muter. Oui. Je voudrais qu'on parle du détroit d'Ormuz, parce que depuis le début de cette guerre, plus personne n'ignore son importance et même son lieu désormais. Les Iraniens, ils ont compris. Est-ce que ce détroit d'Ormuz va rester un levier majeur de négociation pour Téhéran dans les 60 jours de pourparlers qui vont s'ouvrir vendredi? Il y a un grand point d'interrogation sur les modalités de réouverture, puisque en principe, selon la Convention du droit de la mer, il y a une libre circulation maritime. Et du point de vue américain, dans le narratif américain, il est présenté comme une réouverture inconditionnelle
Donc évidemment qu'ils ne sauraient tolérer l'existence d'un péage, etc. Et très habilement, dans la partie iranienne, Abbas Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères, a dit non mais de toute façon ça ne pourra pas être un droit de péage parce que ce ne serait pas recevable sur le plan du droit international. Donc il y a toujours ce fétichisme formel du droit international de la partie iranienne, c'est très intéressant. Mais en revanche, il y aura des frais de gestion, un peu sur le modèle, une déclinaison particulière du modèle turc, où il existe effectivement des frais de gestion, à la différence près que ce sont les détroits turcs des deux côtés, enfin que les deux rives sont turcs, et que par ailleurs, il y a une vraie prestation de service, de sécurité, de remorquage, ce qui là n'est pas demandé. Ce sera peut-être le cas dans l'après-guerre. Le problème, c'est que ce serait plutôt une prestation de service imposée et non pas proposée. Donc c'est un racket, ce que vous dites. C'est ça la subtilité de, on va dire, terminologique. Et donc là, c'est une vraie question, savoir ce qui va être accepté, parce que même du côté chinois, les Chinois ont fait une déclaration en disant qu'ils appelaient à la réouverture pour restaurer la libre circulation internationale. Parce qu'évidemment, s'il y avait un mécanisme de ce type, ça risquerait de faire précédent sur d'autres détroits. Et c'est pas sûr que les Chinois seraient enthousiastes à l'idée de voir ce type de fonctionnement sur le détroit de Malacca ou ailleurs. En attendant, on a donc vu 3 navires aujourd'hui franchir ce détroit d'Ormuz à leur risque et péril, puisqu'il est question qu'il soit miné et qu'il faut le déminer avant de pouvoir le rouvrir en toute sécurité. Mais les marchés, eux, semblent avoir poussé un ouf de soulagement, Fanny, avec un baril de pétrole qui, ça y est, vient de repasser sous les $80 aujourd'hui. Même si depuis quelques jours, on voyait déjà que les prix se tassaient, parce que les marchés, comme vous le disiez, attendaient cette paix, ils la voulaient. Alors cet accord, ce protocole d'accord, après vous avoir entendu, on comprend que ça n'est pas, on ne peut pas employer le mot de paix, mais les prix avaient déjà tendance à chuter et donc on voyait ce cours du baril descendre. Souvenez-vous, là on est passé en dessous des $80 au plus haut de la guerre au printemps dernier. Là, il y a quelques semaines encore, on était à $115 le baril. Et ça va descendre encore ? Eh bien écoutez, si l'accord est réellement signé, s'il n'y a pas de volte-face de la part de Donald Trump comme il est coutumier, si le détroit est débloqué, qu'il est sécurisé, que la navigation reprend son cours, eh bien les prix du baril vont continuer à baisser. Il va quand même falloir attendre quelques semaines. Il y a des centaines de tankers, là, il y en a 3 qui sont passés aujourd'hui, mais il y a des centaines de pétroliers, de tankers qui sont qui font des ronds dans l'eau. Qui font des ronds dans l'eau depuis une centaine de jours. Donc le temps, tout ça va prendre quelques semaines. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi attendre avant de voir les effets à la pompe ? Alors on le voit déjà, puisque comme les prix avaient tendance à baisser, les cours du baril, on voit déjà que, par exemple, pour le gazole, on est descendu en dessous des 2 € le litre, ce qu'on n'avait pas vu là non plus depuis le mois de mars. Et en plus, le gouvernement met la pression sur les distributeurs. Il les a reçus pas plus tard qu'aujourd'hui au ministère de l'économie. On voit Roland Lescure, Maud Bréjon, la ministre de l'énergie, Roland Lescure, le ministre de l'économie, réunir les distributeurs pour leur dire, écoutez, faites en sorte que la baisse soit aussi rapide que la hausse. Il y aura des contrôles. Il faut quand même dire aux téléspectateurs que selon les stations-service, ça va prendre plus ou moins de temps parce que forcément, quand vous avez acheté du pétrole à $90 le baril, vous n'allez pas le vendre à 80. Il n'y a pas de vente à perdre. Donc, il faut écouler avant qu'on re-remplisse les cuves de carburant achetés moins cher. Et est-ce qu'on peut espérer, pendant les vacances de cet été, par exemple, revenir au niveau d'avant la guerre ? Alors non, la situation va s'améliorer, mais non pour 2 raisons. La première, c'est que au Proche-Orient, il y a eu un certain nombre d'installations qui ont été détruites, abîmées, endommagées. Il va falloir du temps pour les restaurer, pour reconstruire. Et puis, il y a un deuxième point, ce fameux suspens sur les frais de gestion, les frais de service. Vous imaginez bien que si le détroit est emprunté, mais qu'il faut à chaque fois payer, que les navires doivent payer, ça va se... C'est les automobilistes qui paieront le péage. Voilà, ça va se répercuter à la pompe. Et les experts parient plutôt sur un baril qui va descendre jusqu'à $70-75. On rappelle qu'avant la crise, on était autour de $60. Adel Bakawan, est-ce que la question d'un péage peut faire tout capoter dans les 60 jours qui suivront la signature de vendredi ? Non. Non, parce qu'en fait, ce week-end, un grand diplomate golfien très très proche du Qatar me disait, lorsque les Qataris étaient à Téhéran, ils ont négocié avec Donald Trump et les gardiens de la révolution islamique pendant 17 heures. 17 heures de négociation
pour finaliser ce protocole d'accord. Et il y avait 2 éléments qui bloquaient. Un, les 24 milliards de dollars. 2, le détroit d'Ormuz. Les Américains insistaient, sous la pression bien évidemment de la communauté internationale, pour ne pas avoir des péages ou frais de service, etc. etc. Les Iraniens disaient, oh, bon, dans ce cas-là, on arrête là. Alors finalement, Donald Trump a intégré, ce que je dis, c'est vraiment une information, ce n'est pas une analyse, hein, une information de coulisses. Les Américains, Donald Trump a accepté d'intégrer les frais de service de la gestion du détroit d'Ormuz. 1. 2, il ne faut jamais oublier que les Iraniens, ils ont fait une loi, ils ont fait voter une loi à l'Assemblée nationale. Cette loi a été validée pour donner un cadre juridique au détroit d'Ormuz. C'est-à-dire le détroit d'Ormuz, désormais, c'est à nous autant que propriétaires. Et le 3e élément à prendre en compte, ils ont mis en place une autorité de gestion pour le détroit d'Ormuz. Tout ce qui n'existait pas avant la guerre, par ailleurs. Hein. On peut remercier les Américains d'avoir fait prendre conscience aux Iraniens qu'ils pouvaient réclamer le détroit d'Ormuz. Voilà. David, une question téléspectateur. Question de Nathalie. Est-il éthique, normal pour des gouvernements occidentaux qui ont classé les gardiens de la Révolution en organisation terroriste de négocier à tout prix avec eux? David. Adam. Je pense qu'il faut négocier la fin de cette guerre parce qu'on voit les répercussions aussi dans nos économies et que la montée en tension et les pressions sur l'économie, ça peut emmener à une guerre généralisée. Moi, mon énorme regret, c'est que dans cette négociation avec les gardiens de la Révolution, on oublie le sort du peuple iranien. C'est le moment de les inscrire comme un des points dans la liste des négociations et de dire, par exemple, amnistie générale pour tous les manifestants en prison, fin du blackout, on assure la télécommunication et qu'on mette dans les points d'accord plus de liberté, négocier avec les gardiens de la Révolution pour le peuple iranien. Évidemment, on ne va pas leur dire laisser le pouvoir et organiser un référendum. On pourrait l'écrire et ne le ferait pas. Mais ça, je pense qu'on est en capacité de demander dans cette négociation qu'ils pardonnent à leur peuple et qu'ils libèrent les prisonniers politiques qui sont injustement enfermés. On n'a pas parlé encore d'Israël et du Liban. Et oui. Est-ce qu'Israël va jouer un rôle dans les 60 jours de négociations qui suivront la signature de l'accord, qui est un accord américano-iranien, dans lequel Israël n'est pas partie prenante pour le moment. Grand perdant, Israël. Ah bah oui, Israël n'a pas été du tout consulté. On a vu les réactions que ça a suscité en Israël, et pas seulement du côté de la droite, mais des 2 bords de l'échiquier politique, en considérant qu'il y aurait potentiellement même une trahison de Donald Trump, alors il y avait une dévotion pour Donald Trump. On se souvient quand il avait fait son discours à la Knesset, où il était présenté comme le grand soutien. Et c'était la personnalité politique préférée des Israéliens. On le voyait même Premier ministre potentiel en Israël. Enfin, bon, donc là, il y a effectivement un télescopage qui est sévère et qui est une donnée qui est importante parce qu'elle est susceptible de constituer une épée de Damoclès sur le déroulé du processus, dans la mesure où c'était une demande express des Iraniens, qui a même été intégrée en dernier lieu avec un ajout, une clause manifestement ajoutée à leur demande, sur le front iranien, le front libanais, en disant qu'il y avait la nécessité de respecter l'intégrité territoriale du Liban, et donc impliquant le retrait des forces israéliennes, ce qui est irrecevable du côté israélien. Et donc ça va être très compliqué à jouer pour Donald Trump, parce qu'il va être ballotté entre des intérêts contradictoires. Il faudra qu'il donne des garanties à Israël, mais en même temps, il ne voudra pas hypothéquer le déroulé des négociations. D'ailleurs, on se demande ce soir sur quel pied il danse, parce que je propose d'écouter ce qu'il a dit aujourd'hui à Évian à propos de Benyamin Netanyahou. Israël se bat contre le Hezbollah depuis trop longtemps et trop de gens sont tués. Et vous n'êtes pas obligé de raser un immeuble à chaque fois que vous cherchez quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces immeubles et ils ne font pas tous partie du Hezbollah, je peux vous le dire. Et j'ai suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah, parce que pour être honnête avec vous, je pense qu'il ferait un meilleur travail pour ça. Adel Bakawan, je pense que vous n'auriez pas parié sur une telle déclaration de Donald Trump au début de la guerre. Il suggère que la Syrie s'occupe du Hezbollah et que Benyamin Netanyahou arrête de bombarder des immeubles pour chercher une personne et tuer tous les résidents. Oui, ce qui est formidable, c'est qu'Ahmad Shara, le président syrien, a dit « ce n'est absolument pas mon travail, ce n'est pas le travail de la Syrie de s'occuper ». Voilà, exactement, mais si vous me permettez rapidement, je pense que cette guerre s'arrêtera avec une grande probabilité entre Washington et Téhéran. Mais avec autant de probabilité, cette guerre va continuer entre Tel Aviv et Téhéran.
ce n'est pas parce que les Américains arrêtent cette guerre, les Israéliens l'arrêteront, non. Alors, les Américains, le scénario le plus probable, c'est qu'ils deviendront arbitres entre les Iraniens et les Israéliens. Ils vont choisir ce rôle-là qui convient parfaitement à Donald Trump. Mais non, pourquoi? Parce que la raison est très simple. La géopolitique, la sécurité, l'économie, enfin l'Iran, la République islamique d'Iran, pour Israël, c'est une question existentielle, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis. Est-ce que c'est un retournement de veste de la part de Donald Trump à l'égard de Benyamin Netanyahou? Parce que finalement, il a suivi Israël au moment de déclencher la guerre il y a 108 jours. On a beaucoup dit qu'il avait été entraîné, il faut relativiser, parce qu'il y avait quand même des buts de guerre spécifiquement américains qui n'étaient pas directement initiés par Israël, puisque Israël en faisait une question existentielle, mais la question du nucléaire était un enjeu central pour les Américains, notamment par rapport à la prolifération. Donc ce n'était pas contingent, le fait qu'il y ait eu cette opération. En revanche, effectivement, en termes d'arbitre, il l'est déjà un peu. Il a retenu la main des Israéliens pour une deuxième vague de frappes aériennes qui devait être très importante. Et donc il a imposé ça à Benyamin Netanyahou en lui disant que s'il n'acceptait pas, il allait se retrouver tout seul. Tout seul, c'est-à-dire sans le soutien américain. Ce qu'il ne peut pas se permettre de faire aujourd'hui, mais ce qui le met en difficulté, évidemment, en interne, en Israël, parce qu'il y a la perspective des élections, et tout le monde le critique. Pour justement ne pas être parvenu, d'une part, à résoudre la question du désarmement du Hezbollah, malgré toutes les opérations menées, et surtout d'avoir perdu, entre guillemets, le soutien de Donald Trump. Donc on voit qu'il y a effectivement une mutation au niveau régional qui est très très importante, et d'ailleurs dans la tête des Israéliens, il y a l'anticipation qu'un jour, il faudra se passer du soutien américain. Et notamment en termes de programme d'armement, c'est-à-dire qu'il y a un programme autonome d'armement pour éviter une trop forte dépendance. Vous avez parlé un paradoxe à constater qu'il y a quand même eu une supériorité militaire massive des Israéliens. Ils ont éliminé le guide suprême. Ils ont fait absolument ce qu'ils voulaient dans le ciel iranien. Ils avaient des bases même un peu partout dans la région, en Irak, et même des opérations du Mossad en Iran même. Et de constater qu'à l'arrivée, aucun, vous l'avez tous dit, aucun des buts de guerre n'est atteint. Et qu'en plus, ils perdent le soutien potentiellement de l'allié américain. Donc en réalité, en tout cas, il est relativisé. Ils sont revenus à la situation hantée. C'est tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça. Et en plus, en faisant, comme je dis encore, prendre conscience aux Iraniens qu'ils pouvaient contrôler le détroit d'Ormuz, ce qui est quand même pas rien. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été évoqué. Depuis les sanctions, l'Iran vend à la Chine du pétrole à bas coût. Et ça, c'est du carburant dans le moteur de l'économie chinoise. Là, peut-être que dans les négociations, je n'en sais rien, peut-être que vous êtes mieux renseigné que moi, ce point va pouvoir être mis sur la table par Donald Trump parce que lui, il a intérêt à affaiblir le géant chinois. Vous vous souvenez de la guerre des empires, elle est encore en cours celle-ci. Donc ce point pourrait être aussi abordé, il faudra le suivre avec intérêt parce que je pense que c'est aussi dans la tête de Donald Trump. Mais ce point, il est essentiel parce que ça rejoint aussi le droit de passage sur le détroit. S'il y en a qui n'ont pas intérêt à avoir un droit de passage sur le détroit, ce sont les Asiatiques et notamment les Chinois. Donc pour l'instant, effectivement, Donald Trump a peut-être cédé ce droit de passage, mais il n'est pas dit que dans les discussions qui vont venir, derrière, les Chinois, du côté des Iraniens, parce qu'ils sont quand même plutôt proches, ils sont partenaires, ne fassent pas plier, ce ne sera pas Donald Trump qui fera plier les Iraniens, mais ce seront les Chinois. Et pour aller dans votre sens, d'autant plus qu'en réalité, le premier fournisseur de pétrole des Chinois, ce n'est pas Téhéran, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite ne veut pas, pareil, Adel Bakawan. On a 30 secondes. Moi, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il faut croire à la paix? La paix, non. Mais c'est une question de bac de philo, ça. Non, d'une manière synthétique, la paix au Moyen-Orient, non. Mais geler le conflit, pour le moment, oui. Cette négociation entre Donald Trump et Mujtaba, le nouveau guide, pourrait durer jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Mais ce qui est désormais le centre de gravité au Moyen-Orient, ce n'est pas cette guerre entre les États-Unis et la République islamique, c'est ce qui se passe entre le Liban et Israël. Israël occupe encore 20% du territoire libanais et le Hezbollah n'est pas désarmé. Tant que ces deux problématiques sont là, il est peu probable qu'on entre dans la période de paix. Et le bac de philo, c'était « Peut-on être heureux si les autres ne le sont pas ?» Le sujet d'hier. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Je rappelle votre livre, Adel Bakawan, La décomposition du Moyen-Orient, chez Talandier. Merci infiniment à tous les trois. Dans un instant, un tout autre sujet dans la question qui fâche.
Quelle autonomie pour la Corse? On va en parler dans un instant avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est Quelle histoire? Et c'est David Revaud-Dallon. Restons à Évian, mon cher David, avec donc Emmanuel Macron et Donald Trump qui s'y sont retrouvés depuis hier pour ce sommet du G7, après des mois de tension, voire des années. Et ce qu'on a pu voir depuis hier, c'est encore qu'entre ces deux-là, c'est « je t'aime, moi non plus ». En fait. Oui, et surtout, ces derniers temps, c'est vraiment « moi non plus ». La preuve en image, on voit que le président américain, à son arrivée à Évian, il était un tantinet froid, et même carrément glacial. Il faut dire que quelques heures avant d'atterrir hier, il avait menacé d'imposer un tarif douanier sur tous les champagnes et vins français, je cite, tarif de 100% si Paris ne supprimait pas sa taxe sur les services numériques réclamés aux entreprises de la tech américaine. Sympathique ambiance pour commencer une réunion. Donc, alors pour l'anecdote, le compte Instagram de l'Élysée avait choisi une chanson pour chaque poignée de main d'Emmanuel Macron avec un des dirigeants du G7. Et avec Trump, il a opté pour Love is a Long Road de Tom Petty. Oui, on aime. L'amour est un long chemin, un très long chemin, en effet, Adeline, parsemé d'embûches. Quelles embûches, David? Le rapport entre Macron et Trump, qui se sont quand même assis côte à côte aujourd'hui au sommet du G7, on voit l'image, c'est bientôt 10 ans de relations tantôt affectueuses, tantôt tumultueuses, entre coups de foudre et coups de pression, entre complicité et rivalité, entre caresses et bras de fer. Et quand je dis bras de fer, je n'exagère absolument pas. Regardez cette première rencontre en 2017 à Bruxelles, alors qu'ils viennent tous deux d'accéder au pouvoir. Première poignée de main virile, donc ils ne veulent pas se lâcher, le ton est donné. Quelques mois plus tard, première scène de ménage, Trump menace de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Macron réplique avec une contrefaçon de son slogan de campagne « Make our planet great again ». Et puis, première réconciliation à l'occasion du 14 juillet 2017 à Paris, où notre président en met plein la vue à son homologue, véritablement impressionné par notre défilé militaire et notre fanfare, au point qu'il annonce qu'il va s'en inspirer pour la fête de l'indépendance américaine. Et depuis, la fête est finie et les motifs de fâcherie se sont accumulés. Et oui, et les deux hommes se sont souvent cherchés des poux, voire des pellicules. On se souvient de littéralement dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, critique française sur l'isolationnisme trumpiste, réplique par tweet interposé de Trump sur le taux de chômage français, attaque contre l'Union européenne, désaccord sur la guerre en Ukraine, escalade commerciale l'été dernier, j'en passe et des meilleurs, sans compter les coups bas après l'épisode de la gifle infligée à notre président par son épouse. Je cite Trump qui se moque, il se remet encore du coup de poing qu'il a pris à la mâchoire, propos ni élégant ni à la hauteur, contre-attaque Macron. Et puis au sommet de Davos en janvier dernier, tout le monde se souvient de Macron en lunettes de soleil qui explique qu'il préfère le respect plutôt que les brutes. Alors Trump, lui, se lâche, on l'écoute. So when I called up Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? But I watched him sort of be tough. Bon, on le voit, Macron-Trump, c'est du brutal, mais sans rancune, notre président a convié son homologue à dîner demain sous les ors du château de Versailles et Trump apprécie. J'adore les beaux endroits. Je devais partir dans l'après-midi et le président français, qui se trouve être un homme très gentil, m'a invité à dîner à Versailles. Et Versailles, c'est pas du plaqué or. Versailles, c'est du lourd. C'est du lourd. Notre chef de l'État tenterait-il d'amadouer son vis-à-vis bien connu pour son amour du faste et du clinquant? Rappelons qu'en 2017, il avait offert à Vladimir Poutine les honneurs d'une réception dans le palais du Roi Soleil. On l'a constaté sans grand succès. Merci David. On passe à la question qui fâche. For sure.
Il y a un proverbe corse qui dit « On ne parle pas des choses qui fâchent ». Eh bien, ce soir, on va en parler quand même, parce que ça s'appelle la question qui fâche et que les députés vont se pencher toute la semaine sur ce projet de loi du gouvernement qui vise à inscrire le statut d'autonomie de la Corse dans la Constitution française. C'est la première fois qu'une autonomie serait accordée à un territoire métropolitain et on en parle avec vous ce soir. Laurent Marcangeli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Horizon de Corse du Sud. Merci d'être là aux côtés d'Hugo Bernalicis. Bonsoir. Bonsoir. Député insoumis de l'autre bout de la France, du Nord. Merci de votre présence. Et bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Toujours constitutionnaliste, Benjamin. Toujours, ça n'a pas changé. Et vous avez signé il y a quelques jours une tribune retentissante dans Libération intitulée « N'introduisons pas le racisme et la discrimination dans la Constitution ». Je laisse Hélène Bonduel vous poser la question qui fâche. Quelle autonomie pour la Corse ? C'est la question qui fâche ce soir, celle à laquelle vont devoir répondre les parlementaires. L'autonomie, une revendication de longue date des militants nationalistes corses et à laquelle Emmanuel Macron ouvre la porte en mars 2022. À l'époque, le militant indépendantiste Yvan Colonna, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, décède en prison suite à une violente agression. La jeunesse corse embrase les rues de Lille et le président charge son ministre de l'Intérieur de ramener le calme en échange d'une promesse d'autonomie. J'ai moi-même proposé à la demande du président de la République ce matin que nous allions peut-être vers l'autonomie. Donc je crois qu'on peut dire qu'on essaye, à la demande du président de la République française, de fermer une page et d'ouvrir dans l'avenir un dialogue construit. Le processus Beauvau est lancé. Le projet de loi sur l'autonomie de la Corse prévoit que l'île puisse adapter les lois et les règlements à son statut spécifique. Un statut lié à ses intérêts propres, dit le texte. Son insularité méditerranéenne, sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. Par exemple dans le domaine des transports, du développement du territoire, ou bien sûr dans le domaine du statut de la langue corse ou de la lutte contre la spéculation, puisque vous savez que dans l'île, la spéculation fait des ravages. Une région autonome au sein de la République, les députés ont 4 jours pour débattre et se mettre d'accord sur le projet de loi. S'il est adopté à l'Assemblée, il arriverait au Sénat à l'automne, puis devrait être voté au Congrès de Versailles en fin d'année. Un texte au chemin long et incertain pour l'autonomie. Alors la question qui fâche la voici. La Corse deviendra-t-elle un territoire à part dans la Constitution ? Laurent Marcangeli, Gilles Simeoni, l'ancien président de l'exécutif corse, dit que c'est un rendez-vous avec l'histoire. C'est ce que vous dites aussi ? Évidemment que c'est un rendez-vous avec l'histoire. Ce n'est pas tous les jours que vous avez un débat au Parlement sur une modification de la Constitution qui concerne le territoire dont vous êtes élu, dont vous êtes un enfant, dans lequel vous avez grandi et dans lequel vous avez fait tant de projets. C'est son cas, c'est le mien également. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un moment au regard de l'histoire de la Corse, mais je le pense également, et je ne serai pas démenti à mon avis par les autres personnes qui sont sur ce plateau, un rendez-vous important au regard de ce que cela représente pour le texte fondamental qu'est la Constitution, pour l'histoire constitutionnelle de la France et pour le regard que nous portons sur la manière d'administrer au mieux des territoires en fonction de leur spécificité, de leur singularité, puisque c'est de cela dont il s'agit. Benjamin Morel, je le disais, vous avez signé il y a quelques jours une tribune particulièrement sévère dans laquelle vous dites en substance que ce texte va introduire une logique identitaire dans notre Constitution. Pourquoi ? J'en ai signé également un autre dans Le Monde avec d'autres collègues, Anne Levade, Olivier Beau, Michel Tropper, etc. Parce qu'en effet, parmi les constitutionnalistes, on s'inquiète beaucoup aujourd'hui de ce texte. Comment est-ce qu'on définit en droit le communautarisme ? Pour définir le communautarisme en droit, on utilise la décision du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999. Le communautarisme, c'est le fait d'accorder à un groupe, eu égard à des particularités culturelles, linguistiques, religieuses, des droits particuliers qui font varier ces droits par rapport aux autres citoyens. Que constitue ce texte ? Une communauté culturelle, linguistique, historique, et il en déduit des droits. C'est texto. Il y a bien le terme communauté dans il y a le terme communauté, mais à la rigueur, même s'il sautait, ça ne réglerait pas tout en fait. C'est culturel, historique, linguistique. Vous créez avec ça 2 catégories de Français. Vous savez, moi je suis enseignant. Et quand j'ai un étudiant qui vient me voir, qui me fait « Monsieur Morel, je veux que les droits de ma communauté soient reconnus », je lui dis « Depuis la nuit du 4 août 1789, ça devrait parler à monsieur le député, il n'y a qu'une catégorie de Français hors situation coloniale. Et donc, dans ce cadre-là, ta communauté n'est pas reconnue, mais aucune communauté n'est reconnue parce que la seule communauté reconnue, c'est la communauté des citoyens fondée sur des valeurs universelles. »
Si demain je ne peux plus répondre quoi, je réponds quoi? Je dois lui répondre, écoute, voilà, il y a une communauté qui est reconnue dans la Constitution, la communauté culturelle, historique, linguistique corse, la tienne a tout autant le droit de citer, et donc je lui accorde également des droits. On sort de la définition de la République, on sort en effet, et c'est pour ça que ça ne concerne pas que la Corse, on est dans une logique communautarienne. Soit je lui dis, écoute, ta communauté à toi, elle sent pas très bon, elle n'a pas la bonne couleur, pas la bonne religion, pas la bonne langue, et donc elle aura moins de droits. C'est-à-dire que je reconnais des communautés et que je les hiérarchise. Et ça, juridiquement, c'est la définition du racisme. Hugo Bernalicis, que voteront les Insoumis ? Déjà, je vais peut-être un peu revenir sur ce qui vient d'être dit, qui est quand même une charge relativement lourde et même provocante, je dirais, en tout cas à l'égard de ceux qui ont réclamé ce texte et de ceux qui aujourd'hui le défendent et le proposent. Je ne suis pas sûr qu'ils soient mus par un objectif de racisme, étant entendu que dans la rédaction qui est proposée là, Monsieur Morel, vous êtes constitutionnaliste et vous avez bien... Je vais faire une phrase complète si ça ne vous dérange pas, je ne vous ai pas interrompu et ce n'est pas l'envie qui m'en a manqué. Et moi aussi. Voilà. Mais on est là pour avoir un débat courtois. Bien sûr, mais voilà, on va fixer les règles tout de suite, ce sera parfait pour la suite. Il y a un principe de subsidiarité. C'est-à-dire que le peuple corse n'est pas en dehors du peuple français. D'ailleurs, j'aurais préféré une formule peuple corse composante du peuple français, soit dit en passant, mais l'ordre juridique qui est établi, c'est qu'il y aura une loi organique qui définira ce qu'auront au droit les Corses, comme en matière de compétences. Loi organique qui sera un vote simple de l'Assemblée nationale et du Sénat, enfin du Parlement, une majorité simple, et qui peut être faite et défaite au gré des majorités successives. Donc, expliquer qu'il y aurait des droits, alors qu'ils sont subsidiaires en réalité pour les Corses par rapport au droit national dans le texte qui est proposé, c'est pas de l'indépendance et c'est pas non plus de l'autonomie qui se construirait contre la République, à mon avis. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes sur une position, et je profite pour vous répondre, aujourd'hui d'abstention, parce qu'on a quand même effectivement des remarques qui sont mises sur la table qui interrogent au regard de l'égalité, puisque si vous demandez si c'était un rendez-vous avec l'histoire, j'ai l'impression plutôt que c'est un rendez-vous avec la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et comment tout cela se réalise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la devise liberté, égalité, fraternité produit des inégalités en Corse. Et produit un non-respect d'un certain nombre de principes. Pardonnez-moi, en quoi est-ce une spécificité corse ? J'y viens, mais encore une fois, si vous m'interrompez moi et pas les autres, on va pas s'entendre. J'ai le droit de poser des questions, j'en pose à tout le monde. Voilà, je mets en place un certain nombre de règles dès le départ, à mon avis, c'est mieux pour tout le monde. Surtout sur ce genre de débat où chaque mot a son importance. C'est une accumulation de spécificités qu'il y a en Corse. Et c'est ça qui fait la spécificité et la singularité de la Corse. C'est que vous avez à la fois une île, à la fois des montagnes, à la fois une langue, à la fois un peuple, à la fois des difficultés économiques et des inégalités avec le continent, une discontinuité. Bref, donc c'est l'ensemble qui fait la spécificité de la Corse. Et franchement, je comprends que d'un point de vue du droit, on puisse soutenir des arguments tels qu'ont été donnés par M. Morel. Mais d'abord, nous faisons ici de la politique, pas du droit. Et nous réglons d'abord des problèmes politiques. Mais justement, est-ce que la gauche, d'habitude, ne combat pas les distinctions fondées sur l'origine ? C'est pas du tout ça. Si on est originaire de Corse, on aura des droits qu'on n'a pas en étant des continentaux, par exemple. Allez-y, Laurent Marcangeli. Je peux être amené, non pas mieux que d'autres, mais quand même avec une forme d'expérience qui est due à ce que je suis. C'est-à-dire un élu de la Corse, un homme qui a décidé de s'établir en Corse parce qu'il y est né, parce qu'il y a grandi, avec des convictions républicaines que je ne veux pas me voir reprocher par qui que ce soit. Nous sommes une île. Et cela justifie les discussions que nous avons. Ça, c'est une très bonne remarque. Et c'est bien cela qui, aujourd'hui, à mon avis, est au cœur de tout. Une île, la seule île, région métropolitaine du pays, et de mon point de vue, puisque je ne suis pas militant nationaliste, autonomiste ou indépendantiste, je ne l'ai jamais été, je n'ai pas vocation à le devenir, je considère que tout est là. C'est-à-dire une île qui, de par le fait qu'elle est une île de montagne, un enchevêtrement de montagnes, rencontre des contraintes démographiques, économiques, sur les transports, sur l'énergie, et que l'application des textes définis par le législateur au niveau national et de certains règlements définis par le gouvernement ne sont pas parfois applicables en Corse. Et j'ajoute, et je conclurai, parce que c'est aussi important, et je peux le faire encore plus fortement que d'autres, puisque je suis un adversaire politique de ceux qui gouvernent, qui dirigent la Corse aujourd'hui. Je les ai combattus, c'est la seule élection que j'ai perdue. Mais je voudrais comprendre, que pourra faire la Corse qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui avec ce projet de loi ? Il faudra quand même dire aux Corses qui ont voté en 2014
en 2015, en 2017, en 2021, qui ont encore réélu des maires à Bastia, à Porto Vecchio, des députés, parfois 3 sur 4, autonomistes, revendiquant un process d'autonomie pour la Corse, que leur vote, au bout du compte, ça ne sert à rien. C'est notre argument et du coup je le partage. On peut revenir quand même un peu sur la question de l'insularité, parce que c'est en effet c'est intéressant, c'est dans le texte. Mais dans ce cas-là, pourquoi ajouter historique, culturel et linguistique? Et là, il n'y a rien à voir avec l'insularité. Par ailleurs, vous n'arrêtez pas de dire qu'il y a un statut insulaire en Méditerranée. C'est pas vrai. La Crète n'est pas autonome. Les Baléares sont autonomes, mais moins que la Catalogne. Quant à la Sicile, elle est moins autonome que le Val d'Aoste. Par ailleurs, ici, on donne un statut à la Corse, qui sera un statut de plus grande autonomie par rapport à la Réunion, qui est également une île, si je ne m'abuse, bercée par un autre océan, et même que la Polynésie, qui est un archipel qui, lui aussi, s'étend dans un autre océan. Donc l'argument insulaire est un prétexte. Sur ce que ne peut pas faire la collectivité, vous avez Gilles Simouni qui est intervenu chez vos confrères ce matin, qui a dit, écoutez, le gros problème, c'est ce que vous évoquiez, c'est de concilier la loi littorale et la loi montagne, et on ne peut pas le faire avec la loi. On peut le faire avec la loi. Il y a eu un amendement qui a été adopté dans le cadre de la loi Elan, qui aujourd'hui permet de le faire. Seulement la collectivité, pour pouvoir concilier les deux, devrait mettre à jour ce qu'on appelle le PADUC, autrement dit l'organisation générale qui permet d'appliquer la loi au niveau des communes. Elle ne l'a toujours pas fait. Et donc vous voyez que là, le problème, ce n'est pas tant la loi, ce n'est pas le grand méchant État jacobin, blabla. En fait, c'est la collectivité qui, sur ce sujet, ne fait pas son job. Laurent Marcangeli, il y a une vraie interrogation par ailleurs. On parlait de la future loi organique qui déboucherait ensuite si ce projet de loi était adopté. Il y a une vraie interrogation quand même sur le périmètre des domaines qui seront ouverts aux dérogations. On parle de tourisme, on parle d'aménagement du territoire, on parle de développement économique. Je vais être assez rapide. D'abord, le texte, il n'est pas voté. Dans notre Constitution, le Parlement, il est souverain pour modifier la Constitution. Il y a une écriture de départ et cette écriture, vous savez... Il y a un long chemin encore. Et le chemin parcouru déjà depuis le départ est long. C'est mettre à la table des Laurent Marcangeli, Horizon, des Jean-Jacques Panunzi, LR, avec Gilles Simeoni ou avec des indépendantistes. Et c'est aboutir à un accord politique. Je pense que sur une île qui s'est quand même quelquefois distinguée pour parler politique autrement que dans les assemblées délibérantes, si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un progrès. Et par ailleurs, pour celles et ceux qui seraient aujourd'hui inquiets du phénomène de contagion que cela pourrait créer, eh bien, M. Morel, voyez-vous, c'est l'insularité qui l'empêchera. Donc, je vois très bien... Parce que l'Alsace n'est pas une île, parce que le Pays Basque n'est pas une île. Le Pays Basque n'est pas une île. Il va falloir expliquer ça aux Alsaciens au Basque. Eh bien, oui, eh bien, ça sera le rôle du législateur de fixer les normes, et notamment la norme la plus fondamentale d'entre elles. Et je vois bien que l'argument de l'insularité vous déplaît, mais il s'avère que l'argument de l'insularité, en ce qui me concerne, pour moi, eu égard à l'expérience de vie qui est la mienne et d'élu local et national qui est la mienne, m'a amené à cheminer vers un accord politique qui consiste également à sortir d'une situation de blocage parce que nous sommes aujourd'hui en train d'écrire un nouveau cycle. Il peut être malheureux comme il peut être heureux pour la Corse. Je voudrais ajouter la raison pour laquelle on n'est pas sur une question de considération de racisme. On serait sur une question de considération raciste ou même communautariste, si la communauté corse qu'on définissait se définissait par exemple par un droit du sang héréditaire depuis 4 générations et que pour bénéficier de ce droit spécifique qu'on aura en Corse, il faut être de cela. Non, ce qu'on va décider, c'est que toute personne qui est en Corse sera sous le régime juridique applicable en Corse. Voilà, point. C'est pas plus compliqué que ça. Non, donc, si effectivement, non, c'est pas un sophisme. Non, c'est pas un sophisme. Arrêtez de dire ça. On est en train de débattre sérieusement. Donc, si vous voulez envenimer les choses, faites comme ça. Vous y prenez bien. Si on veut prendre les choses sérieusement, on fait pas ça. On fait pas ça parce que il n'est pas prévu de toucher à 1 cm² du périmètre régalien. D'accord ? La nationalité, l'état civil et tout ce qui s'ensuit, c'est du régalien, c'est marqué noir sur blanc dans l'amendement qui a été soutenu par tout le monde, qui fait un accord entre eux, tout le monde. Donc, je veux bien qu'on se fasse plaisir en se jetant des fantasmes à la figure, mais discutons de ce dont on est en train de discuter. Et je voudrais vous dire, Monsieur Morel, que, en bon jacobin, je suis allé voir les débats en 1790 entre un certain camarade Maximilien Robespierre et un certain Pascal Paoli, qui a été reçu en grande pompe dans le club de la Constituante, géré par les Jacobins, et Maximilien Robespierre disait « Généreux citoyens, vous avez défendu la liberté dans un temps où nous n'osions l'espérer encore, vous avez souffert pour elle, vous triomphez avec elle, votre triomphe est le nôtre, unissons-nous pour le conserver toujours, que ces lâches d'ennemis pâlissent d'effroi à la vue de cette sainte confédération qui, d'une extrémité à l'autre de l'Europe,
doit rallier sous ses étendards tous les amis de la raison, de l'humanité, de la vertu. Et il commençait son discours en remerciant la présence du peuple corse. Oui, écoutez, moi, je suis un bon jacobin. Deux choses l'une. Alors, si vous reprenez, vous êtes donc pour l'indivisibilité de la République. L'indivisibilité de la République, depuis la nuit du 4 août 1789, c'est l'indivisibilité du législateur. On n'a jamais remis en cause ça, sauf Napoléon, quand il a dit « les colonies, c'est pas pareil ». Si vous donnez une autonomie législative, et ça, c'est un principe fondamental qui a été voté par la Constituante et par la Convention, eh bien à ce moment-là, vous faites de la Corse juridiquement un statut qui ressemble aux statuts coloniaux. Si vous prenez la Nouvelle-Calédonie est un statut aujourd'hui de territoire en voie de décolonisation, dixit l'ONU, la CEDH, les accords de Nouméa. Sur ce que vous dites ensuite, eh bien, la réalité, c'est que sur ces sujets, en effet, le régalien serait garanti. L'éducation, vous êtes attaché aux droits sociaux, je crois. C'est pas du régalien. La santé, c'est pas du régalien. C'est le bloc de constitutionnalité. Oui, mais justement, alors revenons là-dessus, parce que quand même, là-dessus, il y a quand même pas mal de confusion en termes de droit constitutionnel. Que permet de faire ce texte ? Ce texte permet, eu égard à des prérogatives historiques, culturelles, linguistiques, et donc en effet, ça discrimine certains Français, d'atténuer l'application de certains droits. C'est pour ça qu'on a besoin de ce texte, sinon il n'y aurait pas besoin de modifier la Constitution. Deuxième élément, vous nous dites, et le gouvernement dit, que tout sera bordé et borné par la loi organique. Mais comment ça fonctionne, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes ? Les droits fondamentaux sont dans la Constitution et ils s'imposent aux législateurs. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? On nous dit, on va remettre en cause les droits fondamentaux dans la Constitution, mais ne vous inquiétez pas, derrière la loi organique viendra faire que ce ne sera pas trop grave. C'est une inversion complète des bases de l'état de droit. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas vraiment de juriste qui vous dira que ce texte, même des juristes qui peuvent être pour plus de décentralisation, plus girondin, même pour une forme d'autonomie, que ce texte peut être un bon texte, c'est une horreur juridique. Laurent Marcangeli, un mot. Tout à l'heure, Benjamin Morel a parlé de la Sicile. Quid de la dérive mafieuse que craignent certains, et notamment François-Xavier Sécoli, député LR de Haute-Corse, qui estime que le texte initial ouvre la voie à un risque de pression sur les élus corses, notamment de la criminalité organisée. Il y a même le collectif antimafia Massimo Susini qui est allé dans son sens hier et qui a exigé des garanties solides. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que la dérive criminelle qui frappe la Corse est une réalité bien ancienne, qui n'attend pas une discussion au sujet de l'autonomie pour pouvoir malheureusement s'inviter au débat. Et je vous rappelle, comme nous l'avons voté en commission des lois pour avis, que les compétences régaliennes liées au pénal, liées à la justice, liées aux forces de police et de gendarmerie ne sont en aucun cas remises en cause dans ce processus. Et moi, je veux dire à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que si c'était un processus d'autodétermination ou d'indépendance tel qu'on a pu le vivre dans notre pays, il fut un temps, et dans d'autres endroits, avec toutes les douleurs que cela apporte, je ne pense pas que je me trouverai du côté de ceux qui demandent une issue politique. Et je conclurai là-dessus, les écritures de Beauvau sont un commencement, le Parlement est souverain, les débats vont commencer tout à l'heure, notamment sur les amendements, et ça sera au Parlement d'écrire le constituant légitime, souverain, mais également aux élus de la Corse, dans leur diversité, d'accepter de relever le défi. Et ça, c'est là tout le débat et toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés depuis le début. Et c'est d'un débat que nous suivrons évidemment dans Chaque Voix compte jusqu'au congrès de Versailles qui doit réunir les 3/5 des parlementaires. Il y a encore du travail. Le chemin va être long. Il y a le principe de régression qui sera en discussion dans la soirée. C'est les amendements que les Insoumis ont déposés. Oui, mais à surveiller de près, parce qu'on créerait quelque chose dans notre droit constitutionnel qui plaira à tous les professeurs de droit constitutionnel dans les années à venir, avec de la jurisprudence qui sera attachée, j'en suis sûr. Mais c'est aussi une solution politique à un certain nombre, effectivement, de choses qui ont été mises sur la table. Et on est là pour y répondre intelligemment. Donc tous ceux qui défendent un dogme... On suivra ces débats dans l'hémicycle. À mon avis, ne sont pas dans le vrai. Merci à tous les trois. Vous restez là tout de suite, c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ici, avec Marco Pommier. Je l'ai fait rester. Oui, vous voulez partir. Bonsoir Marco. On commence dans ce Bourbon Express avec les questions au gouvernement cet après-midi et un gouvernement toujours sous la pression des députés après l'affaire Liana et dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Oui, l'émotion après la mort de Liana ne retombe pas. Le sujet s'est de nouveau invité cet après-midi pendant la séance de questions au gouvernement 24 heures après la rencontre entre Sébastien Lecornu et les députés partisans d'une proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles commises à l'encontre des femmes et des enfants. Cet après-midi, la socialiste Marie-Josée Allemand a réclamé un calendrier précis pour examiner ce texte. Réponse du gouvernement. Tout
tout ce qui doit encore être fait pour protéger les enfants victimes de violences sexuelles, pour protéger les femmes victimes de violences sexuelles sera fait dans la loi, dans chacun des ministères évidemment engagés et évidemment sur la question des moyens. Nous nous y sommes engagés de manière très claire et nous nous y tiendrons. Madame, nous demandons une date pour l'étude de cette loi. Depuis la mort de Liana, 6200 enfants ont été violés. Il me semble que ça presse. Dès la semaine prochaine, nous nous retrouvons avec l'ensemble des députés engagés sur la loi intégrale. C'est la raison pour laquelle, dès le lendemain de l'avis qui sera rendu par le Conseil d'État, nous nous réunirons à nouveau et nous y travaillerons tout l'été si cela est nécessaire, de manière à continuer à agir, à continuer à nous mobiliser. Vous l'avez entendu, le gouvernement attend donc l'avis du Conseil d'État sur cette proposition de loi intégrale pour fixer un calendrier plus précis. Hier soir, sur ce plateau, le député MoDem Erwan Balanant, partisan de ce texte, évoquait un possible examen à l'automne en même temps que les discussions budgétaires. Et puis ça y est, Marco, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi pour renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat. Oui, après le Sénat hier, l'Assemblée a approuvé en fin d'après-midi le texte porté par le député macroniste Charles Rodwell. Adoption à une large majorité avec les voix du bloc central, de la droite et du RN. Toute la gauche a voté contre. Le texte prévoit notamment d'allonger la rétention administrative jusqu'à 210 jours contre 90 aujourd'hui pour les étrangers jugés dangereux et qui font l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. On poursuit avec de l'art. Une nouvelle œuvre a été inaugurée aujourd'hui à l'Assemblée. Alors si vous passez devant le Palais Bourbon sur les quais à Paris, vous ne pouvez pas la rater. Oui, parce qu'il s'agit d'une immense fresque installée sur la colonnade de l'Assemblée. Vous la voyez, Marianne rêve. C'est le nom de cette œuvre inaugurée ce matin par la présidente de l'Assemblée et son auteur, Seth, l'un des artistes de rue les plus reconnus en France. Son installation met en scène une Marianne contemporaine tournée vers l'hémicycle, chargée de disséminer, je cite, les graines de la liberté. Et vous l'avez dit, difficile de passer à côté. La fresque est visible depuis la place de la Concorde et les quais de Seine. Alors, d'un point de vue de mon ego, c'est très bien, je vais être vu par tout le monde. Mais oui, moi je pense que l'art, de toute façon, c'est ce que je fais en général, c'est peindre sur les murs. C'est fait pour être vu dans la rue. C'est intéressant que les institutions s'appellent à nous et se rendent compte qu'un art populaire est aussi intéressant que des choses qui vont être plus intellectuelles ou intellectualisées, qu'on puisse parler à tout le monde. Et là, c'est de l'art qui parle à tous. Alors, c'est pas évident que ça parle à tout le monde parce que cette œuvre, elle est déjà critiquée. Oui, et notamment par Jean-Philippe Tanguy. Dans un tweet, le député RN a dénoncé une énième croûte et une mocheté imposée par Yaël Braun-Pivet. Alors, la présidente de l'Assemblée, bien sûr, elle a répondu. Regardez. Qu'est-ce que vous dites, Hugo Bernalicis ? J'ai dit, il s'y connaît en croûte. Ok. Ah, super. On passe du coup à la réaction de Yaël Braun-Pivet. À chaque fois qu'il est question de culture, votre premier réflexe est le mépris pour les œuvres, pour les artistes. Et aujourd'hui, parce qu'elle représente, bref, que l'on aime ou pas cette œuvre, elle restera visible jusqu'au 28 septembre. Comme dit Laurent Marcangeli, l'art, c'est quand même quelque chose de très subjectif. Il y a un papa qui avait une galerie d'art. Il m'a toujours appris, il faut regarder avec toute la subjectivité une œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Bon, on termine avec du sport, avec le mondial de foot. Ça commence bientôt là. J'espère que ça va être plus consensuel. Oui, la France face au Sénégal ce soir. C'est un peu cornélien pour les députés là ce soir, non ? Oui, parce que ce soir à 21h30, l'Assemblée elle continue justement l'examen de la réforme constitutionnelle sur la Corse. Alors suivre le match ou les débats, c'est un vrai dilemme pour les fans du ballon rond. De nombreux députés ont tout prévu, les fans du ballon rond justement, au micro d'Antoine Palos et Eva Bignon. Ce soir, je serai en fan zone à Sarcelles, dans ma circonscription, donc pour encourager l'équipe de France. Tout à fait. Je serai en hémicycle, ça n'empêche pas d'ailleurs de filer, aller voir à côté ce qui se passe pendant le match. Malheureusement, je suivrai sur mon téléphone le résultat du match. Je suis en déplacement, donc je serai en hémicycle jusqu'à 20h et ensuite, oui, je vais suivre un peu le foot de façon assez évidente. On fera un peu d'ubiquité, parce qu'on a prévu de regarder le match depuis une des salles du groupe socialiste, la salle Léon Blum, qui n'est pas très loin de l'hémicycle. Mais déjà 30 minutes de regard essentiel, puisque de 21h à 21h30, on n'est pas en séance, et après, un regard attentif. J'essaie de faire deux choses à la fois. Il sait faire deux choses à la fois. Oui, et vous allez réussir à faire deux choses à la fois ce soir ? Écoutez, vous avez la discussion générale qui va durer un peu de temps, donc on ne sera pas dans la discussion des amendements, donc on pourra être un peu plus distrait, je pense, pendant la discussion générale que si on était dans une discussion
du texte. Mais on est d'accord que vous n'avez pas le droit de suivre le match sur votre téléphone dans l'hémicycle, hein? Le droit dans l'hémicycle, c'est très relatif, ça dépend de qui juge. Ah, vous voyez? D'accord. Et je parle en connaissance de cause, puisque j'ai cumulé 3 sanctions pour faire des live Twitch depuis l'hémicycle, donc vous savez... Non mais cela dit, il y a beaucoup de députés qui nous ont confié aujourd'hui qui regardaient quand même sur leur portable en même temps les scores. Il ne manquait pas le son. Vous savez, nous sommes des hommes et des femmes comme les autres. Bien sûr. Allez-y, donnez-nous un pronostic alors, on va voir si vous êtes bon. 2-0 pour la France. Allez, 1-3-1. 3-1 pour la France. Pour la France, oui, pardon, ça me semble évident. J'en profite pour vous inviter à écouter le nouveau podcast de LCP, Les Matchs du Pouvoir. C'est raconté par Jean-Pierre Gracien, c'est savoureux, c'est consacré aux précédentes Coupes du Monde de foot depuis 1934, quand le ballon rond devient un outil de propagande. Vraiment, allez y jeter une oreille, c'est savoureux. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Merci Fanny, on vous écoute demain matin sur France Info. 7h51. Et merci David, et merci à vous de nous avoir suivis. Chaque Voix Compte revient demain en direct à 19h30. Excellente soirée sur la 8.